Bonsoir à tous. Je suis désolé de m'exprimer en français, mais ma collègue va traduire mes propos en italien. Je suis là pour vous parler du storytelling politique et du rapport qu'on peut faire entre le thème de ce festival, la mémoire entre la mémoire et l'oubli, et la question politique au fond de la mémoire et de l'oubli, transposée au XXIe siècle avec cette nouvelle technique de communication que j'ai appelée le storytelling politique. En fait, je voudrais commencer par vous raconter une petite histoire qui est l'histoire que raconte Milan Kundera dans son roman Le livre du rire et de l'oubli. L'anecdote que raconte Kundera est la suivante. Il y avait en Tchécoslovaquie, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, une photo célèbre que tous les écoliers de Tchécoslovaquie connaissaient, sur laquelle on voyait le dirigeant communiste de l'époque saluer la foule avec une toque en fourrure sur la tête. À ses côtés était le second dirigeant qui s'appelait Clémentis, qui lui avait prêté cette toque. En fait, c'était la toque de Clémentis. Quelques années plus tard, Clémentis a été accusé de trahison et de tous les maux du monde, mis en prison, destitué de tous ses pouvoirs et exécuté, pendu. La photo qui était partout, sur cette photo, Clémentis a évidemment disparu. À la place de Clémentis, il y avait un petit pan de mur vide, mais on a laissé la toque de Clémentis, et Kundera conclut en disant « De Clémentis, il n'est resté que cette toque sur la tête du grand dirigeant ». Cette anecdote pour dire la chose suivante, c'est que pendant tout le XXe siècle, on savait à peu près ce que les régimes politiques faisaient avec la mémoire et avec l'oubli, comment ils réécrivaient constamment la mémoire, surtout dans les pays totalitaires ou ex-communistes. On savait aussi que le rôle de l'oubli, c'est-à-dire que certains dirigeants comme Clémentis disparaissent, des périodes de l'histoire très importantes disparaissent, et on a ainsi eu même des... Je viens de terminer un livre sur la Révolution d'octobre qui paraîtra à l'automne au moment du 100e anniversaire. Pendant toute l'histoire du communisme en Union soviétique, on a eu cette réécriture constante de l'histoire. Certains dirigeants, comme Trotsky, ont disparu, d'autres ont été réhabilités. Et au fond, l'idée qu'on a d'un côté la mémoire qui serait intacte, conservée par les historiens, et de l'autre une mémoire falsifiée par les hommes politiques, c'est un peu, on a fonctionné pendant le XXe siècle un peu sur ce modèle-là. C'est-à-dire la mémoire c'était le bien, l'oubli c'était le mal, la mémoire falsifiée c'était le mal. En fait, ça a correspondu même dans la manière dont on a écrit l'histoire de l'Union soviétique en une sorte de découpage historique. Il y a eu la période stalinienne qui était la glaciation et la période postérieure avec Khrouchtchev qu'on a appelée le dégel. En fait, quand on étudie précisément cette histoire, on se rend compte que c'est pas si simple. Il n'y a pas la période de la glaciation puis le dégel. Il y a eu plusieurs glaciations et plusieurs dégels. Et vous savez, c'est un peu comme ces visages qu'on a retrouvés dans le Grand Nord soviétique, dans le Goulag, où certains prisonniers qui sont morts, enterrés dans la glace, on les a fait réapparaître, on les a redécouverts, on les a sortis de la glace, et ils avaient le visage intact et l'expression du visage intacte, cette expression du visage qu'ils avaient au moment de mourir. C'est-à-dire que la glace avait conservé non seulement le corps, mais également l'expression du visage. Tout ça pour dire que la question de la mémoire et l'oubli est plus complexe qu'on peut l'imaginer. S'y mêlent les légendes, s'y mêle le récit national que les hommes politiques ou les différents régimes écrivent. Il y a par exemple en ce moment un grand débat en France sur la question du récit national. Est-ce qu'il y a un roman national ? Et dans ce roman national, par exemple, quel rôle fait-on jouer à Jeanne d'Arc ? Quel rôle fait-on jouer à la guerre d'Algérie ? Il y a des périodes honteuses dont on ne parle pas, il y a des périodes glorieuses qu'on mystifie.
Tout ceci, c'est un peu le rapport politique à la mémoire et à l'oubli du XXe siècle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis, en gros, les années 90 ? Est apparu de nouvelles techniques de communication, de nouvelles techniques de récit, qui ont été d'abord inaugurées et expérimentées dans les entreprises. On a commencé à parler de storytelling. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, storytelling, ça veut dire simplement en anglais l'art du récit. Hein. Au départ, le storytelling, c'est le roman, ce sont les contes, ce sont les grandes sagas, ce sont les scénarios et les films, etc. Hein. Tout ce qui raconte une histoire. Ce qui est apparu à la fin des années 80, c'est que cet art du récit a été détourné, récupéré, pour des fonctions complètement distinctes de celles qu'on leur prêtait habituellement, qui étaient soit des fonctions de distraction, soit des fonctions de connaissance, soit des fonctions d'apprentissage. On oublie une chose, c'est que les hommes se sont mis à raconter des histoires simplement pour se transmettre les leçons de l'expérience. Dans les sociétés anciennes où il n'y avait pas d'écriture, où il n'y avait pas de technique d'enregistrement, eh bien, par exemple, les leçons de l'expérience agricole, comment semer, comment lutter contre les intempéries, la sécheresse, comment faire les guerres, comment les gagner, eh bien, c'était les grands récits qui transmettaient de génération en génération ces leçons de l'expérience. Donc, dans ce cas-là, on peut dire qu'on a l'expérience acquise, accumulée, qui précède le récit, qu'en font les gens sous forme de sagas, d'épopées, etc. Et ces sagas, ces épopées étaient construites de telle manière qu'on puisse les répéter, on puisse les adapter, on puisse faire des variations et que chacun s'approprie en quelque sorte l'expérience collective. Pourquoi je raconte ça ? Bien précisément parce que dans cette récupération de l'art du récit, il y a eu une sorte d'inversion. C'est-à-dire que ce n'est plus l'expérience qui précède le récit, c'est le récit qui prétend précéder l'expérience, qui prétend dicter l'expérience, ce que Michel Foucault appelait conduire les conduites. Hein. C'est-à-dire que dans les entreprises où, à la fin des années 80, la délocalisation, la mondialisation, la segmentation font que vous n'êtes plus comme un ouvrier de l'entreprise Ford qui sait très bien pourquoi il travaille. Il connaît la voiture qu'il construit, il connaît la chaîne de montage, et de la matière première jusqu'à la voiture livrée, il sait quel est le sens du travail. Eh bien, on a, à la fin des années 80, ce qu'on a appelé la crise du Fordisme, des entreprises où les gens sont désorientés, ne savent plus très bien à quoi ils contribuent, les informations circulent mal, le fonctionnement, l'unité même de l'entreprise disparaît, est éclatée en différents lieux. Et à ce moment-là, les managers se sont rendus compte qu'il y avait un manque dans ces entreprises. Et donc, ils inventent le storytelling management. Le storytelling management, c'est-à-dire, c'est substituer à ce récit de la vie au travail un récit artificiel. Ça devient, par exemple, pour l'épopée de Steve Jobs ou pour Nike, pareil, l'épopée du grand dirigeant qui devient en quelque sorte le grand narrateur d'une entreprise dont les salariés sont éclatés. Ça, c'est pour le management. De la même manière, pour le marketing, on se rend compte à la fin des années 80 que l'image de marque, vous savez, le fameux logo, ne suffit plus à identifier une marque. Je me rappelle par exemple, il y a eu une grosse crise avec la marque Nike au moment du mondial de football parce que les altermondialistes ont démontré que bien c'était des femmes enceintes, des enfants qui, dans des conditions effroyables, cousaient les ballons de football. Donc il y a eu toute une campagne anti-Nike. Et l'image Nike, l'image brillante de Nike s'est effondrée, y compris à la bourse, et donc il a fallu reconstruire non plus une image, mais un récit. C'est le marketing narratif, c'est-à-dire qu'une marque aujourd'hui, vous le voyez partout, on vous dit qu'est-ce que c'est qu'une marque ? Eh bien c'est un récit, et vous êtes pas seulement l'acheteur d'un produit, mais vous êtes le personnage d'une grande histoire à laquelle vous participez. On va laisser le management et le marketing, mais je vous raconte juste ça pour vous dire que ces techniques de storytelling management et de marketing narratif, évidemment, vont s'imposer aux agences de publicité.
D'ailleurs, quand on regarde, pardon, quand on regarde une série comme Mad Men, qui est sur les années 60, on voit très bien, donc Mad Men, c'est une série sur le monde de la publicité, hein, on voit très bien qu'ils sont encore dans le concept de l'image de marque. Ce qui change à la fin des années 80, c'est qu'une marque, donc, ça devient un récit, une narration, avec des personnages, avec une temporalité, exactement comme dans une série télé, avec des épisodes. Et l'acheteur, enfin plutôt le lecteur de cette marque, comme on dit, un lecteur de roman, va suivre la vie de cette marque comme un grand récit. Évidemment, une fois que c'était dans l'entreprise et dans le marketing, les agences de publicité, c'est passé dans la communication politique. Et c'est là que ça commence vraiment avec Clinton, où le... Vous m'entendez là quand même? Ça ne vous gêne pas? Ce qui se passe avec Clinton au milieu des années 90, c'est que les campagnes électorales politiques cessent d'être basées sur les programmes politiques, des propositions, des analyses, etc., pour devenir de véritables campagnes, festivals de narration. Et j'en veux pour preuve celui qui a été considéré comme le James Carville, qui est considéré comme l'architecte de la victoire de Clinton. Je me rappelle que lorsque John Kerry a perdu les élections, Carville a dit « Nous avons perdu les élections parce que nous récitons, nous les démocrates, nous récitons une litanie, les républicains racontent une histoire. » Et c'est la victoire de Bush avec son conseiller Karl Rove, qui est qualifié de narrateur du mandat de George Bush. Et ça va se prolonger et s'aggraver encore avec Obama, où la campagne électorale politique est un grand récit, c'est-à-dire qu'elle doit conjuguer ce que moi j'appelle le carré magique du storytelling politique, c'est-à-dire 4 conditions simultanées. Il ne suffit pas de raconter une histoire, il faut que cette histoire s'inscrive dans le temps de la campagne, avec ses différentes phases. Cette histoire, donc, qui est une ligne narrative coordonnée au temps de la campagne, doit utiliser des images, des métaphores, donc tout un langage imagé qui nourrit un peu, qui est ce qui est pour les romanciers, disons, est le contenu sensible de la narration. Et surtout, 4e côté du carré magique, du carré magique du storytelling, il faut créer son réseau. Créer, c'est le networking. C'est-à-dire que c'est avec Obama que ça s'est vu le plus, où ils ont créé tous ces sites myBarackObama.com qui ont permis justement aux militants politiques, qui ne sont plus les militants au sens traditionnel, qui ne vont pas sur les marchés pour convaincre d'un programme, etc., qui sont les porteurs, les vecteurs de l'histoire qui est en train de se raconter pendant la campagne. Alors tout ceci a donné le lieu à un livre que j'ai publié en 2007 et en 2010 en Italie, qui s'appelle Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. Ce qui est très étonnant avec l'Italie, c'est que votre ancien conseiller, M. Renzi, principal Premier ministre, a fait du storytelling. Il avait lu le livre, évidemment. Il a eu des conseillers que j'avais en partie formés à la Scuola Holden, des spin doctors. Et lui est allé encore plus loin, puisqu'il a eu cette phrase incroyable, Matteo Renzi, en disant « Changer l'Italie, réformer l'Italie, ça veut dire d'abord changer le storytelling de l'Italie ».
Ce qui est la chose la plus extrême que j'ai entendue jusqu'à présent en Europe et aux États-Unis. C'est-à-dire que la politique ne consisterait plus à faire des réformes, mais ça consisterait à changer l'idée que les gens se font de ces réformes, le récit dans lequel ils sont pris et la manière dont ils perçoivent l'Italie. Donc vous avez tout ce discours qui se développe en France avec Macron également, où, en gros, le pays, vous êtes dans un pays formidable, qui a des formidables possibilités. C'est des discours vraiment à la Steve Jobs dans les entreprises. Mais il y a des obstacles à vaincre, il y a des verrous à faire sauter. Et donc, les verrous, c'est le code du travail. Mais le problème, c'est que ces verrous, ils ont pour la plupart sauté. C'est-à-dire, les verrous, c'est quoi? C'est l'État-providence de l'après-guerre, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Hein. Donc tous les verrous de l'État-providence, le néolibéralisme les a fait sauter. Et donc la question pour ces hommes politiques, ce que j'appelle l'homme politique néolibéral, c'est de convoquer tout le temps, d'invoquer tout le temps des verrous qui deviennent imaginaires, puisque l'État est complètement défait, de convoquer ces verrous pour faire monter ce récit de sbloccare Italia, hashtag, etc., etc. On l'a vu avec Macron pendant la campagne électorale en France. C'était un modèle de storytelling aussi parfaitement réussi, où cet homme de 39 ans a réussi à convaincre tout un pays qu'il était un réformateur, qu'il était un homme nouveau, alors qu'il a inspiré la politique du précédent quinquennat de François Hollande, dont il a été d'ailleurs non seulement le secrétaire général adjoint, mais le ministre de l'économie. Donc voilà un homme nouveau qui sort des cabinets ministériels et s'adresse à la France et qui dit « En marche ». Encore un récit. Il ne s'adresse plus à des militants convaincus par un programme politique, il s'adresse à des sortes d'affidés, de supporters. Hein. Et d'ailleurs, je l'ai écrit dans un article en France, de ce point de vue-là, l'Italie a été assez novatrice. Parce que le premier à faire ça, c'est même pas Renzi, c'est Berlusconi. Forza Italia, c'est vraiment l'idée d'un chef d'entreprise qui va gérer le pays comme une entreprise et qui va surtout faire de la communication politique et transformer l'image et le récit que les gens se font de leur pays, etc. On a d'ailleurs eu toutes sortes de variantes, Zapatero en Espagne, Manuel Valls en France, puis Macron maintenant, de ces nouveaux hommes, Tony Blair au Royaume-Uni, tous ces hommes politiques se sont présentés en quelque sorte comme des chefs d'entreprise. D'ailleurs, Macron ne parle plus, il a détruit le système des partis politiques au profit de son mouvement. Et qu'est-ce que c'est que ce mouvement? C'est au fond une start-up. C'est-à-dire qu'en une année seulement, sans donner aucun détail précis de son programme, il s'est imposé à l'opinion publique comme le candidat le plus crédible et il a fini par gagner. Alors c'est assez étonnant et assez intéressant à observer parce que je ne sais pas si vous avez vu les images de son apparition publique le soir de sa victoire. Il est apparu tout seul, marchant face au Louvre, face à la pyramide du Louvre, dans la nuit, s'avançant comme un homme nouveau vers la lumière des spotlights. Et c'était vraiment l'apparition d'une sorte de dauphin, de monarque, d'un genre nouveau, qui transforme, j'ai appelé ça le stade spectral, et non pas spectaculaire, mais spectral, c'est-à-dire post-mortem. Hein, on est dans les morts vivants politiques. Hein. Il apparaît comme le stade spectral de la Ve République. Pourquoi le stade spectral de la Ve République? Parce qu'en France, la Ve République, c'est Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est le père de la nation. Eh bien, on est passé du père de la nation à l'enfant roi de 38 ans, qui a tout eu, qui est le produit parfait du système, etc. On est passé du système des partis politiques au système des start-up, des mouvements. Tous les partis politiques traditionnels en France ont été éliminés. Parti républicain, parti socialiste, parti communiste, au profit de mouvements comme ça, qui sont centrés sur un personnage qui porte un récit politique. On a également
c'est un terme que les journalistes aiment beaucoup employer, la question de l'incarnation du politique, c'est-à-dire un homme politique doit incarner un pouvoir, une autorité, etc. De la même manière, on est passé de l'incarnation de la fonction à l'exhibition de la personne. C'est le cas Macron. Donc, si vous voulez, la question de la mémoire et de l'oubli, maintenant, si on revient au thème initial de cette rencontre, elle est transformée parce qu'il ne s'agit plus maintenant de savoir si la véritable histoire est cachée ou si elle est transformée ou si elle est maquillée, comme dans l'anecdote de Milan Kundera. Maintenant, elle est fabriquée. C'est-à-dire que l'homme politique aujourd'hui ne raconte pas l'histoire d'un pays avec ses différentes étapes, etc., se fondant sur ce que racontent les historiens. Il invente une histoire littéralement, et c'est cette histoire qui devient l'histoire dominante. D'où l'appel, quand on regarde par exemple la campagne de Macron, il peut, à la manière des marketeurs, donner des images complètement contradictoires. C'est-à-dire, il peut, par exemple, convoquer l'image de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est l'image qui est en général convoquée par l'extrême droite, tout en convoquant la guerre d'Algérie en disant que c'est un crime contre l'humanité. Et on a vu pendant toute la campagne ces oxymorons se développer, c'est-à-dire des images complètement contradictoires qui ont pour effet de désorienter les opinions, mais qui, par contre, fonctionnent très bien comme récit. Parce que dans un récit, c'est toujours des oppositions, des obstacles que vous surmontez, que le héros surmonte, etc. Donc la question du storytelling politique aujourd'hui, elle est extrêmement grave parce qu'il ne s'agit plus seulement de dire, bon, c'est le spectacle, c'est la société du spectacle, ce n'est que de la communication. C'est la dépolitisation des masses qui se joue à travers le storytelling. Ce n'est pas seulement une question de communication. C'est le fait qu'au fond, ce qui a fait l'histoire politique de l'Italie, de la France, de tous les pays européens, est évacué complètement au profit de personnages qui sont des sortes d'acteurs professionnels, de performeurs. C'est le titre de mon second livre qui est publié en Italie. On est passé de l'action politique à la performance politique. D'ailleurs, toute la sociologie américaine qui s'intéresse à la politique est centrée là-dessus, c'est-à-dire sur la question de la performance. Qu'est-ce que c'est que la performance? Vous savez, sans faire de référence trop académique à cette heure tardive et sous ce beau soleil, il faudrait parler peut-être des théoriciens des actes du langage. Hein. Ce sont des théoriciens qui ont démontré aujourd'hui, il y a quelques années plutôt, quelques décennies, que le langage agit. Que lorsqu'un président de séance, par exemple, déclare « j'ouvre la séance », s'il est vraiment président de séance, ben ça a pour fonction d'ouvrir la séance. C'est-à-dire que les mots, on oppose, vous savez, souvent les mots aux actes. Ces théoriciens ont montré que les mots agissent, que les mots performent, sous certaines conditions. C'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que l'homme politique aujourd'hui, ayant perdu les pouvoirs de la fonction politique, les leviers de l'État, la souveraineté monétaire, la souveraineté économique, eh bien, sont obligés de créer cette sorte de magie de performance qui fait l'illusion que de la politique a lieu encore, alors qu'il n'y a plus de politique, il n'y a plus que du spectacle ou de la performance. Comment expliquer cela? C'est la partie la plus fascinante, je dirais, de la période dans laquelle on vit, de la dépolitisation accélérée de nos vies, de nos existences. Ce n'est pas seulement de la dépolitisation de la politique, mais c'est la dépolitisation de nos existences en commun, parce que c'est ça quand même la politique au départ. Eh bien, il faut se demander qu'est-ce que c'est d'abord que la souveraineté. La souveraineté, c'est la détention d'un certain nombre par le chef de l'État, mais même par le roi, à l'époque monarchique, d'un certain nombre de leviers. C'est le contrôle du territoire, le contrôle des frontières. C'est la possibilité de la politique monétaire. C'est pour ça que sur les pièces de monnaie, il y a le visage du souverain. Le souverain, c'est une monnaie aussi. Le visage du souverain qui est imprimé ou sur les billets de banque, etc. À partir du moment, depuis les années 90, à cause de la mondialisation, à cause de la construction européenne aussi, souveraineté.
Ils ont abandonné ces concéder la politique monétaire, concéder le contrôle aux frontières. Et donc ça crée une sorte de distorsion. Parce on a des chefs d'État qui habitent toujours dans les palais gouvernementaux, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens d'agir. Les moyens d'agir sont ailleurs. Ils sont à Wall Street, ils sont à Washington pour la politique militaire. Ils sont dans différents lieux, à la Banque mondiale, à la Banque centrale européenne, etc. Les lieux de pouvoir n'ont plus de visage. Les lieux réels de pouvoir n'ont plus de visage. Et les visages du pouvoir, enfin, du prétendu pouvoir, les visages sont sans pouvoir. Donc il y a cette distorsion qui se crée. On a d'un côté des souverains impuissants et de l'autre côté des pouvoirs sans visage. Et c'est ça la profonde crise de notre démocratie. Parce que ces hommes politiques sans pouvoir, comment font-ils pour être élus ? Eh bien, ils font de la communication, ils font du storytelling, ce que j'ai expliqué après. Mais en même temps, j'ai expliqué aussi dans les 2 livres dont je parlais que ça ne va pas sans contradiction. Je vais en citer quelques-unes. La première, c'est que pour exister dans l'opinion, il faut exister dans les médias. Donc les médias deviennent des alliés des hommes politiques, la plupart du temps, pour rendre visibles ces hommes politiques qui sont impuissants. Donc, j'ai suivi comme ça 2 cabinets ministériels pendant la période du quinquennat de Hollande, et j'étais frappé de voir, c'est d'ailleurs il y a une série télé étrangère, Borgen, qui explique très bien ça, c'est qu'aujourd'hui, un ministre important, eh bien, il gouverne comment ? Il gouverne avec son directeur de cabinet, mais surtout son attaché de presse. Et le trio qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est le journaliste, l'attaché de presse et l'homme politique. C'est le trio de Borgen. C'est les 3 héros principaux de la série américaine. Alors, vous voyez quotidiennement, le matin, réunion du cabinet ministériel, de quoi on parle ? C'est quoi l'événement aujourd'hui ? C'est quoi l'histoire qu'on raconte ? Tous les jours, il faut une histoire qu'on raconte. Après, une fois qu'on a décidé de l'histoire, on décide de la mettre en scène. C'est un voyage dans telle usine. Et toute la vie du ministère, celui que j'ai suivi, c'était le ministère de l'économie à Bercy, est centré, actualisé, en permanence sur la communication. Alors évidemment, ça a une limite, c'est-à-dire que plus on exhibe la personne politique, plus il y a une sorte de lassitude qui s'instaure. Quand vous voyez trop les gens, eh bien, vous ne les écoutez plus, vous ne les croyez plus. Et plus ils s'exhibent, plus ils perdent du crédit. C'est le drame des hommes politiques aujourd'hui qui est ce que j'appelle moi la planète du discrédit. C'est-à-dire que vous êtes sur une planète où vous ne pouvez que perdre le crédit. De même que dans les jeux vidéo, vous savez, vous ne pouvez que perdre les points de vie. Vous passez d'un plateau à l'autre et vous perdez à chaque fois des points de vie. Il faut en garder quelques-uns pour passer dans le plateau suivant. Bon, c'est ça la vie des hommes politiques. C'est une sorte de jeu vidéo dans lequel on passe de plateau en plateau et en même temps avec un épuisement de plus en plus accéléré et donc un turnover de plus en plus rapide de ces hommes politiques. Regardez Renzi, une irruption formidable sur la scène politique. Il allait transformer l'Italie en 100 jours, puis après il a parlé de 1000 jours, puis après il a dit qu'il faudrait peut-être 10 ans, mais entre-temps il a disparu, il est resté à peine 2 ans. On a vu la même chose en France avec Manuel Valls, qui a été notre Renzi, c'est-à-dire qu'il est apparu comme le grand réformateur, le successeur possible de Hollande, et en 2 ans, il s'est complètement effrité. C'est un premier paradoxe, c'est que plus vous apparaissez, plus vous perdez du crédit. Le deuxième paradoxe, c'est ce que j'appelle le paradoxe de l'inflation narrative. Vous savez, les récits, c'est comme la monnaie. Non seulement la mauvaise monnaie chasse la bonne, mais l'inflation monétaire, elle a pour effet, lorsque les signes monétaires se multiplient, eh bien l'effet, c'est que la monnaie vaut de moins en moins. La valeur de la monnaie se perd. Il en est de même des récits. Ça, nous l'avons vécu, ce paradoxe de l'inflation narrative, avec Nicolas Sarkozy. Sarkozy est arrivé, élu lui aussi avec un grand récit.
Et il a multiplié les interventions, les mises en scène. C'est d'ailleurs lui qui a été la meilleure attachée de presse de mon livre, parce que mon livre est sorti juste quand Sarkozy arrivait au pouvoir. Le mélange de la vie intime et de la vie publique, un récit par jour. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça en Italie, mais il y avait la fameuse rencontre avec Carla Bruni à Euro Disney, où pour la première fois, après avoir divorcé de sa femme et abandonné sa famille recomposée, il apparaît en public à Euro Disney. C'est quand même un sacré théâtre. Et Le Parisien, qui était un grand journal populaire, a titré Quelle histoire, en gros, point d'exclamation. Et les journalistes se sont mis à parler, à comprendre, à vouloir déchiffrer ce qui se passait. C'est comme ça que le mot storytelling politique est devenu célèbre en France et utilisé par tout le monde. Donc l'inflation monétaire, c'est ça, c'est que plus il y a de récits qui se répètent, et bien plus la valeur de ces récits perd de... Enfin, vous ne croyez plus les histoires qu'on vous raconte. Et en théorie du récit, en théorie littéraire, on appelle ça le unreliable narrator en anglais, c'est-à-dire le narrateur peu fiable. Le narrateur peu fiable, les théoriciens du roman le qualifient, c'est soit quelqu'un qui fait des récits qui se contredisent trop souvent, soit quelqu'un qui met trop en avant sa personnalité. Le grand romancier comme Tolstoï n'apparaît jamais. C'est Flaubert qui disait le romancier est comme Dieu dans sa création, il ne doit pas apparaître. Eh bien, le romancier politique, lui, au contraire, il est au cœur de la narration, il capte l'attention, il multiplie des récits contradictoires et il perd quotidiennement, il perd de son crédit et il devient ce que les théoriciens du roman appellent un narrateur peu fiable. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième paradoxe que je voulais citer du storytelling, c'est que cette inflation narrative contribue, accélère, alimente le discrédit du politique. Voilà le schéma, le tableau absolument déprimant, j'en ai conscience, que je suis en train de vous raconter, qui est un peu notre condition. Hein. C'est-à-dire que, prenons un autre exemple, tournons nos yeux vers les États-Unis. Comment imaginer qu'après un président, quoi qu'on en pense, et quoi qu'il ait pu faire ou ne pas faire, après 8 années de Barack Obama, quelqu'un comme Donald Trump soit élu président des États-Unis? Tous les journalistes, les éditorialistes américains n'en sont encore pas revenus de cette possibilité qu'un type comme Trump puisse prendre le pouvoir et gagner une élection. Eh bien, regardez, c'est toujours la même chose. C'est un personnage qui raconte une histoire, c'est un milliardaire qui a réussi, c'est un Berlusconi, j'allais dire en plus vulgaire encore, ce qui est difficile à faire, à mes yeux en tout cas. Mais il a construit sa campagne non pas sur un programme politique, il a construit sa campagne sur des haines, sur des discrédits, sur le fait que la classe politique traditionnelle est discréditée. Et il a sillonné le pays, comme ça, comme il est riche, il a pu le faire, en captant cette attention et en captant le discrédit. C'est-à-dire que le paradoxe aujourd'hui d'un homme politique qui veut être élu, c'est qu'il ne présente pas une offre politique qui pourrait convaincre les gens, qui pourrait convaincre les différents segments de la population. On ne peut être élu aujourd'hui qu'en captant le discrédit. D'où le danger des populismes. Nous avons Marine Le Pen en France, vous avez Cinque Stelle, bien que ça ne soit, je ne compare pas, mais enfin vous avez aussi le second Matteo Salvini, qui est le disciple et le meilleur élève de Marine Le Pen, mais vous avez aussi Erdogan, vous avez aussi toutes sortes de personnages politiques autoritaires qui se font élire et qui obtiennent le pouvoir en captant le discrédit. Donc vous voyez que cette histoire de storytelling politique est très grave, parce qu'au fond, la question, c'est pas seulement de bien communiquer ou de mal communiquer, comme les journalistes nous font croire. Il s'agit au fond de détourner l'attention et de capter la colère populaire qui monte avec la crise au profit pour gagner simplement une élection. C'est d'autant plus frappant que quelqu'un comme Trump, qui a fait toute sa campagne contre Washington, les milieux politiques traditionnels, contre Wall Street,
la crise financière, etc. Aussitôt élu, s'est entouré de Goldman Sachs, de tous les grands spécialistes de Wall Street, et les premières décisions qu'il a prises sont des décisions de dérégulation du marché financier. Les quelques mesures qu'Obama avait réussi à imposer après la crise de 2008, eh bien, elles ont été immédiatement détruites dès l'arrivée de Trump. Donc vous voyez, on a des personnages qui sont finalement assez maléfiques. Et ce ne s'agit plus de communication, mais j'allais dire de sorcellerie. Puisque ces hommes politiques réussissent au fond à faire le contraire de ce qu'ils ont proposé, sachant que l'essentiel, c'est d'être élu. Et donc on a une figure qui va beaucoup plus loin que ce que, par exemple, quelqu'un comme Guy Debord appelait la société du spectacle dans les années 60, ou ce que Orwell a décrit très bien, hein, comme dans 1984. Ce n'est pas du tout une société de surveillance, c'est une société de captation des attentions. Et ça, évidemment, ce n'est pas que de l'idéologie, ça passe aussi par ces instruments qui se sont répandus partout, par les réseaux sociaux, par une sorte d'encerclement des consciences permanent. Hein. Toutes les campagnes électorales aujourd'hui fonctionnent comme ça, sur la massification des informations, sur une sorte de douche constante d'informations, de scandales, de provocations. Et donc le travail aujourd'hui de celui qui voudrait éclairer le débat politique, comme j'essaie de le faire moi quand j'écris un article pour La Repubblica ou pour Mediapart en France, il devient de plus en plus compliqué. Parce que le journaliste qui analyse est lui-même pris dans cette sorte d'escalade où un récit doit remplacer un autre récit. Il doit lui-même écrire ses articles comme des récits s'il veut capter l'attention du lecteur. Hein. Donc on a une sorte d'enchaînement, de surenchère, qui fait qu'au fond, alors c'est non seulement le citoyen, mais c'est même l'esprit libre ou l'esprit critique qui est assailli à la fois par l'idéologie du storytelling, mais aussi par ces techniques, ces réseaux sociaux, ces moyens de communication qui assaillent les consciences humaines. Voilà. Je vais peut-être, parce que j'ai conçu cette rencontre comme une conversation, sauf que je suis le seul à parler. Donc ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on continue en partant de vos questions ou de vos critiques ou de vos désaccords avec ce que je viens de raconter. Il y a un micro ? Il y a un micro qui circule pour... Bonsoir, je suis Emilio Fad. J'ai entendu votre discours et vous avez dit que c'est assez catastrophique comme présentation. Mais ma question c'est, mais il y a une alternative où ce n'est pas simplement l'évolution de la politique d'il y a 100 ans, des partis qui ont été faits il y a 100 ans, et c'est la transformation rapide, faite aussi par les moyens comme les médias, qu'on va arriver à la fin à la politique, on peut dire 2.0. Le problème, la difficulté, c'est qu'en fait, il s'agit de transformations structurelles très profondes. Je n'ai pas pu développer ça, mais il faudrait analyser déjà qu'est-ce qui s'est passé depuis, en gros, la fin des années 70-80. C'est très lié à la mondialisation néolibérale qui a pour mission précisément de désarmer la politique. Le principal objet de la politique néolibérale avec Thatcher-Reagan, c'est de... Reagan disait « l'État n'est pas la solution, c'est le problème ». Margaret Thatcher disait « la politique économique n'est que le moyen, ce qu'il s'agit de changer, c'est l'âme des individus, c'est-à-dire les transformer en des sujets néolibéraux ». Donc il y a des tendances lourdes
ça, c'est le néolibéralisme. Il y a aussi la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire l'apparition à la fois d'une mondialisation néolibérale et d'un monde qui n'est plus coupé en deux. Rappelez-vous, c'est la fin de l'histoire. Le paradoxe, c'est que cette fin de l'histoire se traduit par la multiplication des histoires, c'est-à-dire les grandes histoires d'émancipation collective, de construction citoyenne, de démocratie participative, etc., sont évacuées au profit des petites histoires des dirigeants. Donc mais la bipolarité du monde, qu'on en pense ce qu'on en veut, capitalisme, communisme, c'était une compétition, il y avait un duel, il y avait du politique là-dedans. Avec la chute du mur de Berlin, eh bien, les grands récits et l'idéologie a perdu complètement sa raison d'être. Troisième grande révolution, c'est celle à laquelle vous faisiez allusion, c'est la révolution technologique. C'est quand même une des plus grandes révolutions de l'histoire, le numérique, qui transforme complètement tous nos rapports à l'écrit, au débat, les lieux, les formes, les scénographies du débat, etc. La quatrième grande révolution, c'est une révolution, je dirais, des subjectivités. C'est-à-dire que, sans qu'on s'en rende compte, on a changé de monde, on a changé de morale. On me disait, avant que le débat commence, que l'année dernière, vous avez eu la chance d'accueillir ici Zygmunt Bauman, qui est un grand sociologue qui a théorisé un peu ce changement des subjectivités en décrivant ce qu'il appelait l'homme liquide. C'est-à-dire que le grand sujet néolibéral, c'est un homme liquide. Qu'est-ce que ça veut dire, un homme liquide? Ça veut dire que c'est un homme qui n'a plus de conviction force fixe, qui doit s'adapter en permanence à un monde en changement perpétuel. C'est un homme dont on va valoriser non plus l'expérience ou l'expertise, mais sa capacité à convaincre, à séduire, à tromper. Et ça traverse, vous le voyez quand vous avez des adolescents à la maison, ça traverse toutes les générations, tous les comportements, les valeurs de loyauté, d'expertise, de savoir-faire, de continuité, de fidélité. Toutes ces valeurs sont explosées au profit d'un individu stratège qui se trouve dans des conditions de jeu et qui doit jouer des coups et les gagner. Et le cynisme fait partie de ça. Macron, par exemple, je lisais avant de venir ici, il impose sa loi, sa réforme du Code du travail, et ça a fuité. Enfin, c'était une conversation privée qu'on n'aurait pas dû connaître. Il a dit, mais j'ai baisé les syndicats. Si je leur avais dit, je n'aurais pas pu le faire. Il est élu depuis quelques semaines, vous voyez. C'est-à-dire que pour ces individus qui sont les modèles de nos sociétés, même le mensonge fait partie de la stratégie. Alors, ça, c'est les 4 grandes révolutions simultanées qu'on a vécues. Ce que ça intéresse, la 4e, je l'ai développée dans un livre en prenant pour modèle un mannequin célèbre qui est Kate Moss. Mon livre s'appelle Kate Moss Machine. J'ai développé là comment ce mannequin est une sorte de héros de ce néolibéralisme. Il incarne les valeurs, le caméléon, la capacité à changer d'attitude, de stratégie à tout instant, d'incarner des personnages différents. C'est plus du tout le mannequin vous savez, qui avait un numéro, qui portait des beaux habits, comme à la grande époque de la mode de la haute couture. Non, ce sont des personnages qui agissent, qui interagissent, qui créent des modes de comportement, qui créent des styles qui vont au-delà de porter telle veste ou telle paire de chaussures. Maintenant, là, vous voyez les adolescents, ils ont un langage, ils ont une manière de se comporter, ils ont des stratégies, ils ont une ironie aussi qui est forgée par le néolibéralisme. Bon, donc ça, c'est les 4 grandes révolutions pour répondre à votre question. Mais ce qu'on constate, c'est l'accélération de tout ça. Quand je disais, avec la mondialisation néolibérale, les États que moi je qualifie d'insouverains, c'est-à-dire des États sans souveraineté, des hommes politiques qui sont des performeurs, eh bien, les partis politiques, avant de disparaître, on va voir ce qui se passe avec le PD en Italie, pardon, parce qu'on a vu le Parti socialiste en France. Ces partis se sont transformés depuis déjà une vingtaine d'années. Pour nous, le dernier leader
traditionnel, homme politique traditionnel, c'est Mitterrand. C'est encore Chirac. Pourquoi Chirac? Parce que Chirac, avec tous les défauts qu'il avait, a été celui qui a dit au Conseil de sécurité non à la guerre en Irak. Ça, c'est de la souveraineté quand même. Il a utilisé cette parcelle de souveraineté qui lui restait. Mais depuis, en gros, cette période-là, les partis politiques sont devenus des sortes de clubs de supporters, des écuries pour gagner les élections. Le débat idéologique, moi j'ai connu l'Italie par exemple dans les années 80 encore, où il y avait un parti communiste fort, traversé par des débats très importants. Il y avait une démocratie chrétienne forte. Il y avait la discussion sur le fameux compromis historique. C'était pas de la com, ça. Et puis d'ailleurs, il y en a un qui l'a payé cher, cette histoire. Hein. Vous voyez de qui je veux parler. Mais ces partis politiques, petit à petit, se sont dépolitisés eux-mêmes, n'ont plus joué le rôle que jouaient les grands partis politiques, par exemple d'intégration, d'éducation populaire, d'initiation au débat politique, mais des sortes d'écuries de supporters. Et depuis Berlusconi ici en Italie et en France depuis Sarkozy, ces partis politiques perdent du crédit. Donc toute la classe politique perd son crédit, les partis politiques ne jouent plus leur rôle, et donc vous avez maintenant ces nouveaux mouvements, parce que Marine Le Pen, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement, c'est une start-up centrée sur la personne. Macron, c'est un mouvement aussi, une start-up. D'ailleurs, il veut faire de l'État une start-up, c'est son projet politique. Et vous avez les mêmes choses qui se passent. C'est-à-dire que le débat politique et l'histoire il faudrait remonter aux Grecs, hein, l'agora. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça serait un peu trop long, mais je veux dire, la légitimité du débat politique repose sur certaines conditions qu'on a oubliées, même des conditions, j'allais dire, scénographiques. L'agora, c'est un forum. C'est conçu pour que n'importe qui puisse s'adresser aux autres et être entendu sans ce genre d'instrument à l'époque grecque. C'est aussi une discipline. Vous parlez, mais vous avez un temps de parole. C'est aussi un ordre de la prise de parole. Pas tout le monde parle en même temps, comme sur nos forums Internet, où tout le monde crie, tout le monde interagit, on est dans la confusion générale, etc. etc. Ça, on a oublié que l'art, que la démocratie, c'est un art. C'est un art de communiquer, c'est un art de s'écouter, et c'est basé aussi sur le courage de celui qui prend la parole, et sur le fait qu'il prétend au moins, ou qu'il essaie au moins d'avoir un discours de vérité. Aujourd'hui, d'ailleurs Foucault l'avait très bien analysé, il reprenait le terme grec, c'est le mot parésia. Hein. Parésia en grec, c'est le parler vrai. Le parler vrai dans la démocratie, dans le forum démocratique. Eh bien, il dit, à un moment donné, la démocratie grecque connaît une crise aussi, et ce qu'il appelle la mauvaise parésia. C'est-à-dire que ce n'est plus un discours de vérité, c'est le discours du populiste, du cynique, du sophiste, qui raconte n'importe quoi pour convaincre et qui séduit. Voilà. Ce n'est plus l'acte de courage de celui qui peut se retourner contre son peuple pour dire la vérité, et même être déchu, mais c'est le discours du populiste qui va, les sondages, les sondages Canty, les sondages Cali, pour essayer de deviner quelle est l'opinion commune qu'on va adopter pour se faire élire. Donc vous voyez l'inversion aussi, c'est plus un discours de conviction, c'est plus un discours, ce qu'on appelle le dissensus, hein, c'est un discours de consensus. Donc on est dans cette crise très profonde. Moi je ne suis pas totalement pessimiste quand même, parce que je pense que, comment dire, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Hein. Donc je ne vois pas pourquoi l'esprit démocratique qui s'est développé pendant des siècles disparaîtrait complètement. Ce que je crois, c'est qu'on est en train de changer de scène. C'est-à-dire que les institutions telles qu'elles sont mortes, la classe politique est défunte, les débats politiques télévisés, tout ce qui anime la vie politique, c'est devenu du pur spectacle. Et au fond, quand vous regardez le vote blanc en France aux dernières élections, les abstentions, ou alors les votes protestataires, ça fait beaucoup de monde qui ne participe plus à cette vie démocratique. Alors elle renaît comment? À mon sens, elle renaît
Par exemple, on a eu à Paris l'année dernière ce mouvement Nuit debout, totalement imprévisible, totalement pas dirigé, pas organisé, d'ailleurs on leur a assez reproché. C'est juste des citoyens qui se sont mis à se réunir tous les soirs sur la place et qui ont retrouvé spontanément les techniques de la démocratie grecque. C'est-à-dire le forum, tout le monde a le droit de parler, à condition de respecter 2 minutes chacun. Vous écoutez l'imbécile comme vous écoutez l'intelligent. Parce que ça aussi, c'est le néolibéralisme. L'idée que la démocratie, c'est le discours des experts. Et quand vous voyez un peu comment ça fonctionne, le choix des experts dans les télévisions, vous vous rendez compte que ces experts ne sont pas des experts, ce sont des idéologues qui sont là pour convaincre de telle ou telle politique. Hein. Mais dans la démocratie, par exemple, je trouve ça formidable parce que l'expert et le non-expert, le fameux et le non-fameux, le célèbre et l'inconnu ont le même droit. C'est ça l'histoire d'un vote, un homme. Hein. On a complètement oublié ça. Donc, par exemple, le mouvement Nuit debout, c'était ça. Mais vous aviez aussi, par exemple, en dehors des grands forums tous les soirs, ça a duré quand même 2 mois et demi, hein, et parfois sous la pluie et sous la menace de la police qui voulait disperser tout le monde tous les soirs. Ça a quand même existé. Mais vous aviez aussi j'ai un ami qui est professeur au Collège de France, un grand historien, qui est venu plusieurs fois dans le cadre de ce qui s'était improvisé Université populaire, raconter, c'est un spécialiste de la commune italienne, et bien sur une marche d'escalier, il y avait une dizaine de personnes qui s'intéressaient à la commune italienne au Moyen-Âge, et bien il a parlé alors qu'il est professeur au Collège de France. Donc c'est ça aussi la démocratie, c'est la transmission des connaissances. Il n'y a pas de privilégié, et vous pouvez être interrompu. Moi j'ai fait aussi une conférence comme ça, improvisée. Vous pouvez avoir un jeune gars qui a lu un truc et qui vous dit « non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. » c'est pas... Et c'est ça, la vérité émane du dissensus, la vérité émane du dialogue, pas de ces conformismes qui s'abattent sur nous à travers les médias, les spécialistes de telle ou telle question, les experts, etc. Bon, je vous ai fait une réponse un peu longue, donc je voudrais que peut-être d'autres puissent poser des questions. In italiano? Me lo lasci per favore? Non può lasciare. Volevo chiederle se il suo racconto di questo Macron così regale che appare la notte come l'abbiamo visto tutti uscendo dal Louvre, eccetera, quindi questa idea di enfant roi che sarà una persona piuttosto che un partito. Lei l'avrebbe raccontata allo stesso modo, cioè Macron nel mese di gennaio, prima che scoppiasse l'affare Fillon, lei come lo vedeva? Come ce l'avrebbe raccontato? Negli stessi termini o adesso a posteriori ha tutta un'altra statura, dovuta al fatto che, tra le altre cose, per la seconda volta in Francia i voti si sono riversati su un candidato in funzione anti-Le Pen, la prima volta il padre e questa volta la signora Marine. Grazie. Écoutez, on ne peut pas refaire l'histoire, hein, les choses se sont passées comme ça. Ce que je reconnais dans votre question, qui est très bien vue, c'est qu'il a eu beaucoup de chance. Il a eu beaucoup de chance. Ont convergé plusieurs choses. La première, c'est effectivement le scandale Fillon. Fillon devait normalement être le prochain président. Il a été démoli. Fillon devait normalement être le prochain président. Il a été aussi... La discussion sur les partis politiques est intéressante parce que l'hypothèse la plus crédible, c'est que les coups portés contre Fillon ont été portés par ses propres rivaux. Certains parlent de Sarkozy, certains parlent d'une autre députée, Rachida Dati, des rivalités comme ça très fortes. Et quand les partis politiques ne sont plus des partis démocratiques, ils ne sont plus que des écuries présidentielles, évidemment, ça fabrique ce genre de division. Donc la première des choses, la
la destruction de la candidature de Fillon. Deuxième chose, c'est la très mauvaise campagne de Marine Le Pen, qui a calé, qui n'a pratiquement pas fait campagne en vérité, qui semblait écrasée par la possibilité d'être au deuxième tour et qui n'a, je ne sais pas si certains ont suivi le débat Macron-Le Pen, elle était complètement écrasée. La troisième chose très importante, c'est que François Bayrou a soutenu, ça a été un moment de, je ne me rappelle plus exactement la date, mais c'était 2 à 3 mois avant l'élection. François Bayrou a décidé de ne pas se présenter et donc a ouvert encore l'espace politique. Et puis quatrième condition, c'est quand même le Parti socialiste qui a abandonné son candidat en race campagne, Benoît Hamon, qui avait été la surprise des primaires socialistes, pour rallier en masse Macron. Donc si vous voulez, il y a ces conjonctures, ces coups de bol, ces coups de chance. Mais je vous disais, l'homme néolibéral, c'est celui qui est capable de mettre à profit. C'est un joueur et il a très très bien joué à chaque étape ses coups de chance. Mais si on analyse de manière plus, comment dire, anthropologique, ce qui s'est joué, ces images que vous racontez, le soir de la victoire, cet homme qui vient de la nuit et qui apparaît comme ça, comme enfin, c'est pas la fumée blanche, on élit un pape, mais c'était l'homme qui sort de la nuit. Moi, je l'ai analysé de manière anthropologique, en m'amusant un peu, avec la métaphore du trou noir. Vous savez, dans l'espace, le trou noir, ce sont des trous qui absorbent toute la matière et qui la font disparaître. Moi, j'ai écrit Macron, c'est une sorte de trou noir qui a absorbé toute la vieille... Parce que tous ceux qui se sont ralliés à Macron pendant la campagne, c'est vraiment la vieille classe politique des 3 derniers quinquennats. 11 ministres de Jacques Chirac, toute l'élitocratie socialiste qui était avec François Hollande, les centristes, etc. Donc il a créé l'image du renouveau, paradoxalement, en absorbant complètement toute cette vieille classe politique. Et c'était ça l'image de la nuit. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait conduit toute cette vieille classe politique aux enfers et qui revenait des enfers comme l'homme nouveau. Sauf que ça a duré qu'une nuit. Parce que quand il a composé son gouvernement, ben, les vieilleries politiques sont réapparues. Quand vous voyez son gouvernement, ça n'a rien de spécialement nouveau. Donc c'est ça au niveau... C'est-à-dire que c'est une sorte de... Du point de vue anthropologique, je crois que on est dans ce qu'un anthropologue disait des sociétés sans État. Pierre Clastre. Il parlait des sociétés sans État en disant, dans les sociétés sans État, le chef est un mannequin du pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir réel, il joue le pouvoir. Il incarne une sorte d'illusion spectrale du pouvoir. Et on en est exactement là. C'est-à-dire que ces hommes politiques sont des sortes de... Moi, j'ai appelé ça la politique zombie. C'est-à-dire un genre de zombies dont on ne peut pas se débarrasser aussi facilement que d'hommes politiques réels en les battant aux élections. Ce sont tous des survivants. Et ils survivent dans quelles conditions ? Eh bien, dans la lumière spectrale des médias. Voilà un peu comment je me raconte l'histoire de l'enfant roi. Anch'io mi devo scusare, ma gliela farò in italiano la domanda. C'è una cosa che mi ha colpito molto quando lei ha scritto Storytelling e poi il libro che ne è seguito in Italia, La politica nello storytelling. Lei fa una comparazione della comunicazione politica di Obama effettuata da Hollande in Francia e su come questa comunicazione politica alla fine tende a dipingere un salvatore che deve portare il cambiamento, quindi il famoso Yes We Can, o comunque sia una nuova alba, un nuovo cammino. La cosa che su cui vorrei il suo parere è, soprattutto al termine di questa querela degli accordi di Parigi e del videomessaggio che il presidente Emmanuel Macron ha fatto agli americani, non a Donald Trump. Sarei curioso di capire come lei interpreta questo modo di usare il Yes We Can americano
da un presidente francese verso gli americani. Tanto per chiudere così, il parallelo che mi è venuto in mente è stato tra il messaggio che Obama fece agli iraniani, all'Iran, tempo fa, in cui parlava di poeti iraniani, cercando di favorire una distensione, sto parlando prima degli accordi sul nucleare, e la cosa che mi viene in mente è che il presidente Emmanuel Macron usa una tecnica simile per, come dire, insinuare negli americani, cioè gli elettori di Trump, che forse il loro presidente sta sbagliando. E glielo dice dicendo che i francesi sono vicini agli americani e che si fidano degli americani. Questa comunicazione politica, questo, come dire, contropiede della comunicazione politica è una cosa sul quale vorrei avere il suo parere. Il y a beaucoup de choses dans votre question. Sur Obama, Hollande, moi je me suis servi du modèle Obama dont j'ai suivi la campagne pour Le Monde, en suivant la campagne de Hollande, donc quelques années après. Je dois vous faire un aveu quand même, c'est que j'ai du mal à mettre Obama dans le même bain que tous ces hommes politiques dont je parle. Pourquoi ? Parce que David Axelrod, qui était le conseiller, le New York Times l'a qualifié de le narrateur d'Obama, c'est un communicant d'un genre un peu spécial quand même. C'est un communicant qui s'est toujours intéressé à des candidats noirs, qui a toujours fait élire des candidats noirs, qui n'est pas un marchand dépolitisé. Et ce qu'il a fait, mais Barack Obama l'a fait aussi, parce que quand vous comparez par exemple, pour aller vite, hein, Macron s'inspire complètement essaie de s'inspirer complètement d'Obama. Vous savez, le soir de sa victoire, je l'ai écrit dans La Repubblica, le soir de sa victoire, ses premiers mots, c'est on nous disait que c'était impossible, mais il ne connaissait pas la France. C'est copié textuellement d'un discours d'Obama, le premier discours qu'il a fait après sa victoire dans l'Iowa contre Clinton en 2008, dans laquelle il prend ce ton légendaire, mais qui a un sens dans la culture américaine, des Noirs américains. Il disait que c'était impossible. Voilà, c'est ce qu'avait dit Obama. Macron, il en fait une banalité, alors que dans l'histoire des droits civiques aux États-Unis, c'est une parole très forte. La deuxième chose, c'est que la communication d'Obama était une communication de fond. J'ai écrit plusieurs articles là-dessus dans lesquels je disais, par exemple, après Bush, il a décodé l'identité américaine. Bush, c'était l'empire du mal, l'axe du mal, l'Amérique qui doit s'imposer au reste du monde. Par exemple, sur cette question de la frontière, avec Obama, on retrouvait la belle idée de la frontière comme un espace à conquérir, la frontière comme un lieu de dialogue, comme un lieu de rencontre entre les cultures, son discours au Caire, etc. L'autre chose, c'est qu'il a raconté une histoire, mais qui n'était pas seulement son histoire personnelle. Son histoire personnelle de fils d'une blanche mariée avec un Nigérian étudiant qu'il avait abandonné, élevé par sa grand-mère. C'est déjà une histoire pas très, excusez-moi du peu, mais c'est pas très vendeur hein, pour des marketeurs, un type pareil. Mais l'intelligence de lui et son équipe, c'est qu'il a transformé cette histoire personnelle en une histoire collective. Et c'est que ce récit de voyage, ce roman de voyage à travers l'Amérique, c'est la grande histoire des États-Unis, c'est-à-dire l'histoire d'un pays qui vous offre une page blanche. Vous savez, moi je suis le petit-fils d'un grec chypriote dont toute la famille était partie pour Manhattan. C'est le film d'Elia Kazan, America. Il a puisé là-dedans, Obama. Il a réveillé cette identité. Et dans une époque de conflits des civilisations, de problèmes de racisme, de problèmes de choc des cultures, de haine de l'islam, il a porté un vrai récit et il a gagné sur ce récit-là, c'est-à-dire en réconciliant des gens qui étaient divisés. Le contraire de ce qu'a fait Trump. Trump a gagné en opposant les uns aux autres. Les blancs aux noirs, les blancs, les travailleurs aux chômeurs, etc., etc.
Donc c'est pour ça que j'ai quand même un certain respect pour la campagne d'Obama, une certaine déception aussi, parce que il faut bien reconnaître qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il aurait voulu faire, sans doute. Mais enfin, il n'a pas créé de nouvelles guerres, il a essayé d'en terminer 2. On verra le débat qu'on pourra, le bilan qu'on pourra avoir de son quinquennat. Quant à ce que vous me dites, la question sur... en gros, l'homme d'État s'adresse à l'opinion publique plus qu'au chef d'État, hein, si j'ai bien compris, dans le cas de l'Iran et dans le cas de Macron sur les accords de Paris. Ça, c'est pas spécifiquement obamaesque, si j'ose dire. Ça, c'est une transformation de la diplomatie américaine qui se répand partout dans le monde. C'est-à-dire que c'est going public. C'est-à-dire que depuis les années 80, la diplomatie américaine a déjà intégré que on ne s'adresse pas, enfin le concept de la démocratie traditionnelle, de la diplomatie traditionnelle, c'est on s'adresse d'État à État, les services, ministère. Ils ont cassé ça en comprenant qu'il faut vendre l'Amérique comme une marque. Ça, c'est Colin Powell qui a introduit ça au département d'État. Il faut vendre l'Amérique comme une marque. Donc s'adresser aux opinions publiques. Et les opinions publiques, si on les convainc, seront le plus fidèle soutien pour agir sur leur gouvernement. Donc c'est un peu ça qui se répand avec l'histoire de l'Iran ou encore avec l'histoire des accords de Paris. C'est-à-dire qu'on joue, au fond, sur la grande scène du monde en essayant d'imposer son récit. Alors c'est ça que j'ai oublié de dire, qui est très important, mais il va falloir qu'on s'arrête, j'imagine. Moi, j'ai pas d'heure, là, donc vous me dites quand c'est trop tard. Mais l'aspect qu'il faudrait, pour conclure, je peux en dire 2 mots, c'est que je pense que l'un des effets du storytelling aujourd'hui, c'est que toutes les affaires du monde ne se jouent plus seulement avec des armées, avec des puissances économiques, mais sous la forme d'une guerre des récits. C'est la grande époque de la guerre des récits, qui va avec la guerre réelle. Hein. Je ne veux pas dire que la guerre des récits va remplacer la guerre réelle, non. Mais tout aujourd'hui est une question de captation des attentions, construction de scénarios. On a une série en France qui s'appelle Le Bureau des légendes. Les États aujourd'hui s'adressent sur la grande scène du monde et s'affrontent à travers les récits. De la pire des manières, parce que vous savez, il y en a un dont je n'ai pas parlé, d'État, qui n'en est pas un, c'est le fameux État islamique. On pourrait passer toute la nuit à parler de ça, parce qu'eux ont parfaitement compris la technique du storytelling, la question de la communication, et par exemple, ils ont répandu leur idéologie et leur récit parmi les jeunes de banlieue déprimés, au chômage, sans idéologie. Et ils ont construit vraiment un récit héroïque pour toute une population de jeunes gens, d'adolescents. À l'adolescence, c'est là qu'on a besoin d'un récit héroïque. On a besoin de s'imaginer dans une histoire importante, dans une histoire qui mérite d'être vécue. Or, ils sont dans leur banlieue, personne ne s'intéresse à eux, personne ne s'adresse à eux. L'État islamique s'est intéressé à eux et leur a fait valoir un véritable récit héroïque. C'est encore pire. Moi, j'ai connu, vous savez, l'héroïsme des Fédayines dans les camps de réfugiés en Palestine dans les années 70, l'héroïsme de Che Guevara, Cuba, etc. Quand on était adolescent, on fantasmait sur ces trucs-là. Eux, ils fantasment, vous savez, sur ces images qu'on voit, ces camionnettes avec des drapeaux noirs, des jeunes gens à qui on remet des 4x4 avec des Kalachnikov, à qui on demande d'égorger des pauvres otages, etc. Et ils ont le danger du terrorisme aujourd'hui et sa puissance de frappe, c'est qu'il offre un récit à la seule catégorie de population, je parle surtout pour la France, qui n'en a pas. Et dont personne n'est capable, dans la classe politique aujourd'hui, d'offrir un récit. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête là, non ? C'est fini ? Bon, écoutez, c'était vraiment très, très agréable d'être dans ce cadre sous le ciel. Eh ben, je vous souhaite une très, très bonne soirée à tous et merci d'avoir été là et d'avoir participé. À bientôt, j'espère.